Ça y est, le mondial est fini. L'Espagne a gagné et en plus d'être heureux, d'avoir vécu de beaux moments en famille, je me suis dit que ça serait le timing idéal pour parler de la sélection et de jeu. Sauf que moi, c'est pas mon métier et 15 jours après, le sujet avait été essoré par tous les médias. Alors je me suis fait à l'idée que j'allais ranger cette Coupe du Monde 2026 dans un coin de mon cerveau, dans la zone où les bons souvenirs flottent et sont les proies des requins du contexte. Et puis l'autre jour, j'ai fait un foot. Banal match. Comme souvent, on m'a dit que je jouais trop fort, que je m'engageais trop dans les duels, que c'était qu'un amical, que je jouais comme un Paraguayen. Réflexe d'autodéfense ou volonté d'expliquer cette façon de vivre le football, je sais pas, peut-être un peu des deux, mais ouais, c'était de ça que j'allais parler. Ici en France, j'ai bien compris que cette mentalité du sud de l'Amérique latine ne plaisait pas. Ce sont des voyous, ils seraient prêts à casser une jambe, ils font tout pour tricher. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de cette mentalité propre aux Paraguayens, Uruguayens et Argentins. Gagner, peu importe la manière, la garra comme identité. Déjà, un premier point linguistique est nécessaire. Le terme de garra est très méconnu en France, où l'on parlera plus facilement de grinta, pour désigner la hargne d'un joueur sur le terrain. Grinta provient de l'italien et est absent du vocabulaire hispanophone. La garra, elle, désigne une culture à part entière, un mélange de hargne, certes, mais pas que, de solidarité, de don de soi, mais surtout une volonté farouche de gagner. Peu importe la manière, tous les coups sont permis. Agressivité et déstabilisation psychologique magouille, la victoire devient une obligation viscérale, et 3 pays en ont fait une véritable identité. La garra charrúa uruguayenne est probablement la plus célèbre. Elle trouverait ses origines dans une finale de Copa América des années 30. Finaliste face au Brésil, en 1935, une équipe uruguayenne alors bien supérieure techniquement à ses adversaires se met à flancher physiquement. Complètement rôtis, les jambes peinent à soutenir un corps éreinté. Pourtant, un état d'esprit naît ce soir-là. Tout donner pour les siens, quitte à ne plus jamais se relever. Les tripes feront la différence. L'Uruguay l'emporte 3-0, et depuis, cette mentalité n'a jamais quitté les siens. Donner sa vie pour le football et les 3,5 millions d'habitants scotchés à leur radio et télévision les soirs de match. La garra charrúa est née. Charrúa désigne ces Indiens, exterminés par les colons venus en Amérique et qui auront lutté avec courage et détermination jusqu'à la fin. Si aujourd'hui l'Uruguay est l'un des seuls pays d'Amérique du Sud à ne plus avoir de tribus indigènes sur son territoire, cette mentalité est aussi un hommage, une façon de conjuguer son passé indigène avec son présent, le football. L'équipe uruguayenne a toujours été un symbole de résistance et a parfaitement endossé à plusieurs reprises son rôle d'antagoniste. Je crois que l'exemple le plus marquant, c'est la main de Suarez durant le Mondial 2010, qui empêche le Ghana d'être le premier pays africain en demi-finale d'une Coupe du Monde. Les jours suivants, la foudre médiatique et populaire mondiale lui était tombée dessus. Selon eux, les tricheurs avaient gagné, et pourtant, force est de constater que le règlement s'était fait appliquer ce jour-là. La décision de prendre un carton rouge permettait, selon l'attaquant, de s'offrir une seconde chance de ne pas encaisser ce but. Réflexe réfléchi, ce geste avait plus que jamais soudé un groupe prêt à tout pour remercier Suarez. Les voisins paraguayens, eux, parlent de garra guarani. Similaire à la mentalité uruguayenne, elle rend hommage aux Guarani, une tribu ayant également dû lutter face à l'envahisseur européen. En vain. Les conquistadors espagnols massacrent environ 70% de sa population. Les autres sont réduits en esclavage ou comme serviteurs. De cela naît un mantra, toujours se battre pour sa survie. Et même si la dimension historique est forte, du côté du Paraguay, on cède aux sirènes de la mondialisation dans les années 2010. Le Paraguay, quart de finaliste, se fait éliminer par la toute-puissante Roja, futur vainqueur de la compétition. La domination du tiki-taka amorce son ère et la fédération paraguayenne souhaite prendre le train en marche. Le jeu long et les duels âpres historiques sont balayés. Place au football moderne. Le résultat est bien connu. 4 mondiaux de ratés. En 2024, le sélectionneur Alfaro remet au goût du jour la garra et qualifie les siens pour 2026. La suite est historique. Faire tomber l'Allemagne et trembler la France. Peu importe la défaite en 8e, pour le peuple, la garra a été respectée. La même garra que pratiquaient les Mangaï, autochtones ayant, selon la légende paraguayenne, inventé l'ancêtre du football où l'on jouait avec un ballon au pied et où tous les coups étaient permis pour le récupérer. En Argentine, pas d'histoire de résistance indigène. Juste un état d'esprit que Tagliafico avouait dans une interview parfois justement critiquable car au-dessus des limites. Mais tant pis, c'est en nous. Il racontait également que dans les rues des villes argentines, les enfants ne jouent pas seulement pour s'amuser, mais pour gagner. Que les vainqueurs sont érigés en héros et que les vaincus sont oubliés. Cette obsession porte même un nom en Argentine, la viveza criolla. Tiré du langage populaire, cela signifie être plus malin que l'adversaire. On pourrait traduire ça par de la roublardise. Dans la rue,
Cela peut être d'utiliser son cerveau pour résoudre les problèmes qui t'a contourné la loi. Dans le football, c'est à peu près pareil. Privilégier son instinct par rapport au sens strict de l'ordre. Provoquer la faute, simuler, faire sortir son vis-à-vis du match, jouer avec la limite du règlement. Dans l'imaginaire argentin, celui qui dégoupille n'a pas seulement perdu un match, il prouve son infériorité intellectuelle à son adversaire. Et je crois que c'est bien cela qui résume le mieux la garra. Garder la tête haute, pour défendre l'héritage et le présent des siens, pour lutter ensemble contre l'envahisseur sans lui faire de cadeaux. Vu depuis la France, où l'on valorise davantage le fair-play, l'honneur et la manière de gagner, cette vision du football peut sembler immorale. Sur l'autre rive de l'Atlantique, la victoire est souvent perçue autrement. Elle n'a pas à être belle, elle se doit seulement d'exister. Alors oui, tout ne peut pas être excusé et certaines lignes rouges ont clairement été franchies. Mais la garra, que l'on aime ou que l'on n'aime pas, reste un aspect du jeu à préserver. Elle est un rempart à la mondialisation du football, une identité forte, représentante d'un peuple. Refuser de gagner comme tout le monde, quitte à être détesté, tant que les nôtres nous chérissent. Le jour où le football ne se jouera que d'une seule et unique manière, il sera déjà trop tard.